politique, le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Machiavel. Le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Lord Hampton. À ne pas s'intéresser à la politique, l'on risque de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Thucydide. Le pouvoir est l'aphrodisiaque suprême. Kissinger. C'est peut-être ça la politique. Le compromis perpétuel entre compromis et compromission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Quand j'ai eu vent de la tenue de cette cérémonie, je ne songeais guère que j'en dusse être le maître. Mais bien avant, j'aimerais vous faire part d'un triste ressentiment. Autrefois, les arts de spectacle caressaient une fin ultime, la vérité. Pour les littérateurs et les hommes de scène, d'Aristophane à Jean Racine, en passant par la confrérie de la Passion jusqu'au clerc de la Basoche, le culte de celle-ci demeurait toujours fervent et sacré. Mais trop ingénu, humour et divertissement pénétrèrent dans son temple et la travestirent. Dès lors, les temps se sont assombris. La vérité abusée, ridiculisée, gît immolée sur des charbons brûlants aux grandes clameurs des hérétiques. Vous l'aurez deviné, ce soir n'est pas consacré aux réminiscences de Tartuffe, car voyez-vous, l'humour a ses propres sanctuaires. Les 5 citations que j'ai grommelées en prolégomène nous font dire une chose. Ce procès est résolument le procès du pouvoir. Tant celui-ci exerce une fascination indéniable, autant sur ceux qui le subissent que sur ceux qui l'exercent. Assurément, l'art du pouvoir n'est pas une activité comme une autre et n'échoit pas au premier venu, mais les grands se souviennent-ils suffisamment de leur condition de simple mortel? César, Caligula, Néron, Domitien et j'en passe, destinée tragique que celle de ces chefs jupitériens qui ont fini grisés par le pouvoir. Ainsi, les Grecs l'avaient compris, l'art du pouvoir n'est que le présage d'un redoutable retour de bâton, la Némésis, déesse de la vengeance, toujours prête à refroidir la rapacité de ces nouveaux Icars qui s'essayent à ressembler aux dieux. Décidément, le pouvoir est fait pour ceux qui savent s'en défaire. Ainsi, lorsque richesse, renommée, opulence, bref, lorsque le pouvoir s'évapore, il laisse un vide sidéral que fait soudainement surgir le sentiment de ne plus exister. Il n'y a pas loin du Capitole à la Roche-Tempée. Mais pour que cette soirée fût possible, il nous a fallu des choses. Il a fallu d'abord un personnage. L'histoire nous l'a fourni. Il a fallu une accusation, dans toute sa dimension impériale. Il a fallu un plaideur talentueux. Il a fallu des juges qui ne manquent pas de panache et d'allure. Il a fallu des témoins, des témoignages poignants et tranchants comme un pieu. Il a fallu des chantres, des poètes. Il a fallu, état de droit oblige, vous, le public. Mesdames, Messieurs, heureux êtes-vous de vous retrouver ici. Je vous demande de vous applaudir vous-même. À présent, je vous demande de vous lever afin
d'accueillir la proposition. Citoyennes et citoyens, le tribunal. Le tribunal de l'histoire, siégeant en matière répressive au premier et dernier ressort, déclare ouverte l'audience de ce jour. Avant de vous rasseoir, je vous invite à garder une minute de silence pour rendre un vibrant hommage à Justin Kachil, membre d'Eloquence Club, qui nous a quittés il y a peu. Un de ses poèmes sera déclaré par Loïc Mukokole juste après la minute de silence. Loïc, vous avez la parole. Veuillez vous rasseoir. Un dernier souffle. Les mots laissent parler mon visage pâle, car la mort m'aura donné sa première gifle et offert une identité sur la pierre tombale. Toute ma vie sera dans un calice. C'est dans quelques lignes que sera faite ma biographie. Le revenant funèbre ne fera pas mention de mes fils. Ils exploiteront plutôt les points forts de ma vie. J'attendrai de l'au-delà les nouvelles de ma nation. Bonne ou mauvaise, je veux celle-là. Je veux bien satisfaire ma préoccupation. Voyez en ces quelques vers les testaments d'une âme de celui qui va en terre pour un temps infiniment grand. Monsieur le greffier Salomon, veuillez procéder à la lecture de l'extrait de rôle. Le tribunal de l'histoire, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, dans la salle Mahadini du bâtiment Hypnose. Extrait de rôle pénal de ce lundi 17 mai 2021. Siège. Madame Nelly Tchelamtaï, présidente. Monsieur Alimassi Anzourouni, juge rapporteur. Madame Nadej Kimba. Monsieur Exaucé Yaya Wayaya Moussa. Et Monsieur Sangwa Ilonda Idriss, juge. Affaire en introduction, néant. Affaire en continuation, une seule. RP 003 par 2021. En cause. Monsieur de l'accusation contre le prévenu Joseph Désiré Mobutu CCC. Fait à Lumbassi le 17 mai 2021, Saloum Kitangala, greffier titulaire. Merci, monsieur le greffier principal, pour la lecture de l'extrait de rôle. À présent, la parole est au juge rapporteur, Fidèle Anzourouni, pour la présentation du prévenu Mobutu. Madame la Présidente, le 14 octobre 1930 naquit
Nzangi Alisala, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Alias président fondateur, père de la nation, père de la révolution, le sauveur, le guide suprême, le guide éclairé, le génie des valorités, le guide clairvoyant, l'homme providentiel, le champion de la paix, le stratège, le timonier, l'homme du 24 novembre, le garant de l'unité zaïroise, le pacificateur, l'unificateur, le bâtisseur, le maréchal du Zaïre, l'homme du destin zaïrois, aigle de Kaweli, le pèlerin et l'apôtre de l'authenticité. Et s'il était encore en vie, on l'aurait probablement aussi surnommé Mobutu Shinaramu. Momemi Maiki, Sisa Bidimu. Et enfin, Mobutu Beto. Mobutu perd son père alors qu'il n'a que 8 ans. Il sera élevé par son grand-père. Élève au groupe scolaire de Mandaka tenu par les frères des écoles chrétiennes, il en sera testé. Notamment parce qu'il aimait bien se moquer du professeur Edmond, un R anglophone qui écorchait le français. C'est sûr, sans très fait, qu'il s'enrôle dans la force publique. Il y obtiendra un brevet de secrétaire comptable et en sortira sous-officier. Après son passage dans l'armée, le voilà journaliste pour le quotidien L'Avenir. Dans ce cadre, il voyagera pour la première fois en Europe lors d'un congrès de presse à Bruxelles. Cela que l'occasion faisant le larron, lors de l'arrivée des délégations pour négocier l'indépendance, Mobutu devient membre du MNC et assiste à la table ronde. C'est là également qu'il sera repéré par Léry Deblin, le patron de la CIA au Congo. Madame la Présidente, en juillet 1960, Mobutu se retrouve dans le gouvernement Lumumba en tant que secrétaire d'État. Profitant des accords entre Lumumba et Kasavubu, Mobutu mène son premier coup d'État le 14 septembre 1960 et met en place un gouvernement temporaire qu'on appela alors le Collège des commissaires généraux. Profitant des accords entre Kasavubu et Tshombe, Mobutu mène son deuxième coup d'État le 24 novembre 1965 et devient le maître absolu du Congo, qu'il rebaptisa plus tard le Zaïre. Désormais seul maître, Mobutu proclame Lumumba héros national et en son nom nationalise toutes les puissantes entreprises minières belges. Il devient le pèlerin de l'authenticité africaine pour reconquérir l'âme africaine avilie par le colonialisme. Dans le contexte de la guerre froide, Mobutu devient l'allié inconditionnel de l'Occident capitaliste et ordonne la fermeture de l'ambassade soviétique. Ainsi Mobutu règne. Le 17 mai 1997, après 32 ans de règne, le régime de Mobutu tomba. Le pouvoir fut échu à Laurent Désiré Kabila. Mobutu meurt à Rabat le 7 septembre 1997. Dans son livre, Ainsi son éclat, Honoré Mbanganzambo, un fidèle de Mobutu, nous a fait une chronique émouvante de funérailles du tout-puissant Mobutu. Le soir de l'office funèbre dans sa résidence privée de Rabat, je vis devant moi un morceau sur une table entouré des membres de la famille, des enfants en pleurs. À l'intérieur de cette boîte, un homme était endormi, vêtu d'un costume, d'une chemise, d'une cravate et d'une paire de chaussettes sans chaussures. J'ai bien regardé sa figure. Ses yeux, d'habitude éclatants, étaient fermés. Son visage ressemblait à celui d'un enfant en paix et en repos.
le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. C'était lui. Et pourtant, aucune fanfare ne jouait, sinon les sanglots de douleur de ces enfants qui déchiraient le silence de la salle. Aucune garde d'honneur. Seules les filles et les quelques femmes, membres proches de la famille, entouraient le corps, assises par terre et poussant chacune des cris de douleur qui perçaient le cœur meurtri. La bousculade habituelle des autorités nationales et des proches pour le simple anniversaire d'un de ses enfants avait cédé la place à un vide total et au calme de la cour d'exécution des meurtriers qu'on amène à l'échafaud. Et pourtant, Madame la Présidente, l'un des plus grands baobabs d'Afrique vient de tomber. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le juge rapporteur, pour la présentation du prévu. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, nous voici aujourd'hui réunis pour un grand événement, ni plus ni moins que le procès de Mobutu. L'annonce de cette activité a suscité interrogations, exclamations, onomatopées. Un procès, d'accord, le procès de Mobutu. Oh, prétendent certains, eh ben, s'exclament d'autres. Ça alors. D'autres encore, le prenant en pitié, sont venus à déclarer combien de fois ce pauvre homme se retournera-t-il dans sa tombe. Toutes ces interrogations, toutes ces exclamations, tous ces onomatopées ont un sens, une justification, une cause. Il s'agit du procès de celui dont on ne pouvait même pas citer le nom. Il s'agit du procès de celui dont le nom ne pouvait être tu au risque des représailles. Il s'agit du procès d'un personnage très controversé de l'histoire, de notre histoire. Vous conviendrez avec moi que tout cela appartient au passé. Vous conviendrez avec moi que le temps est bien passé et qu'il a eu le temps de faire son travail. Oui, puisque le temps pense les plaies, puisque le temps permet de mieux considérer les choses, les circonstances, les événements, puisque le temps permet de mieux cerner l'histoire, puisque le temps permet de mieux éclairer les obscurités du passé, de poser les mots objectivement et sans passion. Il est certainement temps de réfléchir sur cet illustre personnage qui a été notre président pendant 3 décennies, plus exactement du 24 novembre 1965 au 17 mai 1997, soit 32 ans, 5 mois et 22 jours. Il est mort le 7 septembre de la même année au Maroc. Paix à son âme. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, il est plus que temps, disais-je, pas seulement de réfléchir, mais surtout d'en tirer des leçons pour l'avenir. Ne dit-on pas qu'un peuple sans histoire est un peuple qui se meurt à petit feu? Plus de 60 ans après notre indépendance, quel genre de peuple sommes-nous? Quel genre de peuple voulons-nous devenir? Quels dirigeants avons-nous eu? 25 ans après Mobutu, avons-nous appris des erreurs d'hier pour ne plus les répéter? Avons-nous appris des exploits d'hier pour les perfectionner, les améliorer en notre faveur? Parlons des exploits. Pourquoi ne pas d'ores et déjà épingler l'unité nationale, la fierté nationale, le recours à l'authenticité? Pour ne parler que l'authenticité, du jour au lendemain, il n'était plus question de Jacques, des prénoms comme Jacques, Pierre, Victor, mais des noms plus authentiques. Mugongolé, Kachi, Anzoroni. En outre, nos pagnes n'étaient pas importées en Chine. Nous les fabriquions nous-mêmes. En 1985, le wax CPA était produit localement et c'était de la qualité, de la variété, de l'authenticité. Dans ce tribunal de l'histoire, tout l'enjeu consistera pour chacun d'entre nous de grandir en responsabilité envers les générations futures. Un éveil de responsabilité pour une prise de conscience collective. Il s'agira de rappeler la responsabilité de chacun dans l'amélioration de la RDC. Il est plus que temps de nous poser des questions essentielles. Jusqu'à quand
Nous contenterons-nous d'être potentiellement riches? Un potentiel qui n'est pas actualisé n'est qu'une piètre possibilité sans avenir. Jusqu'à quand négligerons-nous l'importance de l'histoire, de la réflexion, de la remise en cause personnelle et collective? Cet équivoque étant levé, d'autres interrogations demeurent pendantes, comme l'épée de Damoclès. De quoi accuse-t-on Mobutu dans ce tribunal de l'histoire? Quels sont les chefs d'accusation? Ces crimes ne sont-ils pas imprescriptibles? Y aurait-il des circonstances aggravantes, atténuantes, lesquelles? Peut-on faire un procès d'une personne qui n'est plus de ce monde? Quel type de procès sera-ce? Tant de questions auxquelles nos illustres avocats répondront certainement avec ardeur, ferveur et talent. Tant il est vrai qu'on ne peut parler de procès équitable sans la présence de l'avocat de l'accusé. Oui, même décédé, on a droit à un avocat. Cela va sans dire. Mais ces questions constitueront les plats principaux de notre procès. Avant cela, permettez-moi de vous servir d'abord un plat d'entrée pour vous ouvrir l'appétit. Notre plat d'entrée sera présenté sur 3 plateaux. Dans le premier, nous servirons la définition du pouvoir. Nous tâcherons de cerner et de décortiquer cette notion. Le second plateau de notre plat d'entrée portera sur la question suivante. Le pouvoir est-il capable de corrompre la personne qui l'exerce? Dans quelle mesure? Le dernier plateau nous permettra de réfléchir dans quelle mesure la population peut aussi être coupable de l'abus du pouvoir exercé sur elle. Passons donc au premier plat. Qu'est-ce que le pouvoir? Les Romains, parlant du pouvoir, tracent une nuance entre imperium et autorité. L'imperium tient plus à la fonction, au statut, à la charge qu'on assume. Et l'autorité est plus liée à la stature, au charisme, au don, au talent que la personne pourrait avoir. Vu sous ces deux facettes, le maréchal Mobutu avait non seulement l'imperium, mais aussi l'autorité. N'est-ce pas qu'il était le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution? Et il avait plusieurs surnoms. Il était le léopard du Zaïre, le léopard de Kinshasa, l'aigle des Kaweli, Papa Maréchal, et tant d'autres titres qui ne pouvaient que l'accrocher au pouvoir jusqu'au point de dire « Comprenez mon émotion » le jour où il institutionnalisait le multipartisme. Oui, jusque-là il était l'unique, le seul, le vrai. Ne répétions-nous pas à l'époque allègrement avec lui les fameux slogans « Tata beau »,« Maman beau »,« Parti beau »,« École beau »,« Mokonzi beau ». Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, le pouvoir, ce n'est pas seulement l'impérium et l'autorité. Le pouvoir a également des faces cachées, la méchanceté, la violence et même l'abus. En effet, le philosophe Platon affirme que la plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Quant à l'écrivain russe Mikhail Bulgakov, il affirme que tout pouvoir est une violence exercée sur les autres. Et l'écrivain et homme politique français Malraux affirmait que le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser. Méchanceté, violence et abus sont donc les facettes cachées du pouvoir. Point de besoin de souligner que pour une bonne partie des Congolais de Zaïrois de l'époque, le maréchal Mobutu fut un dictateur, un sanguinaire, un prince machiavélique, que son régime était caractérisé par l'autoritarisme, la corruption et bien d'autres mots. Et même, il semait la terreur à son passage. La citation d'Aung San Suu Kyi vient à propos pour nous éclairer. Elle affirme, je cite, « Ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur. La peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l'exercent et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime. L'attachement au pouvoir, plutôt que l'amour du peuple, peut conduire à la dictature, à l'oppression du peuple. C'est dans ces conditions que le pouvoir est capable de corrompre la personne qui l'exerce. En principe, le pouvoir en oublie celui qui l'exerce, mais à condition de l'exercer pour servir la population, la servir plutôt que la servir,
le service et non l'asservissement. Nous pouvons ici rappeler que certains chefs d'État, poussés par l'amour du peuple, ont su renoncer à briguer un second mandat alors que la Constitution les leur permettait. Les exemples en sont légion. Nous pouvons aussi malheureusement évoquer combien la plupart des chefs d'État africains sont prêts à modifier les constitutions ou à les interpréter à leur guise pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce qui pousse un président à s'accrocher au pouvoir? L'argent? Non, la corruption. Le professeur Nick Cheeseman, co-auteur du livre How to Rig an Election, nous éclaire aussi en être les conséquences du culte de personnalité soigneusement alimenté par la population. Quelles pourraient être les conséquences des chants populaires? Est-ce vraiment nécessaire de chanter à longueur de journée et dans toutes les langues nationales les vertus d'une personne fût-elle le président fondateur? C'est dans cette mesure que le peuple pourrait aussi avoir sa part de responsabilité. La vertu est dans le juste milieu, dit-on. Cependant, n'anticipons rien. Le verdict ne peut être prononcé avant le procès. Passons donc au plat principal, le procès de Mobutu. Mesdames et messieurs, citoyennes et citoyens, permettez-moi de clore mes propos avec ce dernier rappel. Le Congo ne nous appartient pas. Le Congo nous a été prêté. Le Congo est la terre de nos ancêtres. Je dirais avec Patrice Emery Lumumba, le Congo est grand, il demande de nous de la grandeur. Il disait aussi, je cite, « Le jour viendra où l'Afrique parlera, l'Afrique écrira sa propre histoire, ce sera une histoire de gloire et de dignité. » Paraphrasant ces puissantes paroles de Patrice Emery Lumumba, j'ose affirmer, le jour viendra où le Congo parlera, le Congo écrira sa propre histoire, ce sera une histoire de gloire et de dignité. Pour que cette histoire s'écrive correctement, nous devons faire des mises au point, nous devons remettre les points sur les i, nous devons remettre nos pendules à l'heure. Vivement le procès de Mobutu, parce que nous avons une réponse à donner à la future génération. Vivement le procès de Mobutu, parce que la lumière doit être mise sur certaines zones d'ombre. Vivement que la lumière soit. Je vous remercie.